Qui est le GOAT? Ton GOAT du foot alors. Who do you think is the GOAT of baseball? Et le GOAT, bien sûr, vous savez, j'ai pas vu. C'est un GOAT aussi, mais c'est pas mon GOAT. C'est le GOAT quoi, ça. Je suis la GOAT. Michael Jordan now is the GOAT. The GOAT. GOAT. Ultimate GOAT. The greatest of all time. Le meilleur de tous les temps. GOAT. C'est un débat que vous avez sûrement eu avec des potes ou peut-être avec des inconnus dans les commentaires YouTube. Jordan contre LeBron, CR7 et Messi, Djoko contre Nadal ou Federer, Hamilton et Grosjean. Non, là, il n'y a pas débat. Ça vous a pas échappé, presque tous ces GOAT ont été à leur meilleur dans les années 2000. Mais pourquoi les anciens sportifs ne reviennent pas plus souvent dans la discussion? Dans cette vidéo, on va débattre des critères statistiques ou qualitatifs qui sont requis pour avoir ce statut. J'ai analysé en profondeur certaines données pour comparer les époques et voir si ça a du sens. On verra après pourquoi selon moi la notion de GOAT va disparaître. Mais d'abord ça semble indispensable de définir ce terme et de revenir sur l'historique de son utilisation. Ok, d'abord une petite traduction. C'est bête mais faut passer par là. Greatest, le meilleur. Superlatif de bon, donc celui qui a les meilleures qualités. Mais de quelle qualité on parle? Le principe même du terme est ambigu, mais c'est aussi ce qui fait sa force, je vais en reparler. Et après on a of all time, de tous les temps. C'est un peu nul comme formulation, non? On dirait la phrase d'un enfant de 6 ans. C'est le meilleur de tous les temps. Ça inclut le passé, le présent, le futur, donc rien de très rationnel. Bref, ça a quand même réussi à entrer dans les dictionnaires américains, ou même sur le site de la FIFA, en majuscule, pour pas créer de confusion. Parce que oui, GOAT, ça veut évidemment d'abord dire chèvre. Coucou. On utilisait le terme GOAT dans le sport anglophone pour parler d'un joueur qui a fait un match horrible, ou qui porterait la poisse. L'utilisation viendrait des USA, du baseball en particulier, mais on l'a tous aussi entendu en français également. C'est dire à quel point c'est encore des chèvres encore pires, genre. Dans les deux langues, c'est lié à la croyance que ces animaux seraient maléfiques, mais aussi simplement qu'une chèvre, ça reste au milieu du terrain sans rien faire. Très bien, mais comment l'utilisation de ce terme s'est inversée et pourquoi ça a pris une telle ampleur dans la société? Pour le comprendre et comprendre toutes ces images, on va devoir faire un bond de 60 ans en arrière avec celui qui a initié le mouvement, Ali. Le parallèle commence en 1963 quand Ali, alors appelé Cassius Clay, enregistre un album comique évoquant son futur combat contre Liston 6 mois plus tard. Et donc en 64, il devient champion du monde et il l'affirme de nouveau. Alors oui, ils sont sûrement nombreux les boxeurs qui ont affirmé être les meilleurs du monde, mais Ali, lui, il va construire son identité là-dessus. Il s'en est servi pour faire rire avec ses poèmes, mais plus tard pour intimider ou promouvoir ses combats. The stage is set for me to be ranked as the greatest of all time. There'll never be one like me. And all of you people in Britain who rank me as the greatest, I'm gonna prove I'm the greatest. I'm gonna prove to you I'm the greatest. We're gonna prove to the world I'm the greatest. Listen, I told you today, I'm still the greatest of all time. All of my critics, I don't prove to the world that I'm still the fastest, the prettiest, the most classist, the most scientific, the greatest fighter of all time. Vous avez remarqué que c'est d'abord autoproclamé, ça a son importance pour la suite. Puis l'expression elle sera reprise par les médias pour en faire son surnom, The Greatest. Ali, c'est des fulgurances sur le ring, 56 victoires pour 61 combats, de multiples titres de champion du monde, mais c'est aussi des convictions hors du ring. Il refusera de combattre au Vietnam, invoquant notamment sa religion. L'image du Greatest devient alors également politique, et ça va contraster avec les GOAT d'aujourd'hui qu'on va voir juste après. Il est alors loin de faire l'unanimité. Seriously, and then all jokes aside, we don't take no parts in wars to take the lives of other humans. He objected to being inducted into the armed forces. I find nothing amusing or interesting or tolerable about this man. Il évite de justesse la prison, mais perd alors tous ses titres et sa licence de boxe. En 92, le terme évolue grâce à sa femme Lonnie. Elle crée la GOAT Incorporated pour la gestion du business et de l'image d'Ali. Les acronymes, c'est souvent utilisé pour les noms de marques, c'est plus simple et ça fait stylé. Ça serait alors la première utilisation du terme GOAT, mais ça n'atteint pas encore le grand public. Dans les années 80, début 90, les médias utilisent des dérivés du terme pour quelques athlètes, The Golden Great pour Joey Montana, joueur de foot US, ou encore The Great One pour Wayne Gretzky au hockey. L'usage reste limité, potentiellement par respect pour Ali, malade.
Puis il va avoir l'explosion et la domination de Jordan. La recherche du plus grand, du GOAT, est alors relancée. Cette fois-ci par les journalistes, on verra que Jordan avait une autre opinion sur le sujet. Puis l'expression elle va prendre une autre dimension en septembre 2000 avec l'album GOAT par LL Cool J. Voici un extrait de 1 seconde pour pas me faire strike. C'est selon l'auteur une référence à Ali et son entreprise, mais aussi à Earl Manigault, joueur de streetball, surnommé The GOAT à cause de son nom de famille et de son excellence. On reste alors dans le monde du basket. Le terme se répand alors progressivement dans la société, notamment sur Twitter, qui limitait les messages à 140 caractères, ce qui favorisait les acronymes. L'usage de GOAT explose. Cette explosion, on peut la voir grâce à Google Trends, un outil qui permet de mesurer l'intensité de recherche d'un terme. Par exemple, depuis un an, je suis sûr qu'on recherche beaucoup plus en tribune depuis que je suis sur YouTube. Non. Ok, passons. On peut aussi rajouter des termes de comparaison comme Messi et Cristiano Ronaldo. On voit alors que En Tribune est bien moins populaire que les deux joueurs de foot. C'est normal. Et donc pour GOAT, je peux remonter à plus longtemps, maximum à 2004. On voit une première période où le terme n'est pas utilisé, puis ça explose en avril 2014. Et là, c'est bien uniquement les recherches en France, ce qui enlève théoriquement tous les anglophones qui cherchent vraiment à s'acheter une chèvre. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quel exploit sportif a permis de faire passer le terme à la postérité ? Rien en fait, c'est juste la sortie de Goat Simulator, un jeu vidéo où on incarne une chèvre. Je croyais que j'avais fait une trouvaille intéressante, mais pas du tout. Bon, malgré ça, l'usage augmente dans le temps, et c'est pas grâce aux jeux vidéo. On peut le voir en faisant la même recherche aux États-Unis, les pics montrent que l'utilisation du terme correspond avec de nombreux événements sportifs. Et maintenant, c'est quasi universel. Pas une journée sans entendre parler du débat du GOAT. Cette diffusion, elle s'accompagne d'une dépolitisation, d'un lissage complet du terme. C'est assez commun quand la culture populaire s'empare d'une expression. On est maintenant loin des prises de parole, de l'image et de l'aura de Mohamed Ali. C'est une nouvelle ère. Les sportifs, ils ne prennent plus de risques en se proclamant roi, sauf bien sûr dans les sports de combat où c'est resté. Il y a aussi LeBron qui lance des punchs de temps en temps. C'est désormais l'ère où les stars, ces grands joueurs, sont des marques, gèrent des entreprises, et à part pour ces quelques exceptions, ils ne peuvent plus se permettre la controverse en paraissant prétentieux. Il y en a quelques-uns qui arrivent quand même à surfer sur la vague, comme le t-shirt GOAT porté par Serena, vendu ensuite sur son site. Vous remarquerez quand même que le débat il s'exporte moins dans les sports moins mondialisés, comme le hand ou le rugby, même si ça reste un sujet de débat sur certains plateaux ou sur les réseaux. On a le contexte historique et sémantique. Ali a fait émerger l'expression via son entreprise, puis il y a eu une chanson, et Twitter et Internet se sont chargés du reste. Parlons concrètement maintenant. Quels sont les critères pour qu'un joueur, une joueuse, puisse devenir un GOAT ou une GOAT ? Je vais évidemment pas être exhaustif en répondant pour tous les sports, je vais plutôt souligner les éléments de débat qui ressortent fréquemment, en commençant évidemment par les statistiques. Et là, c'est pas le même débat en fonction des disciplines. Dans les sports collectifs, on a tendance à regarder les statistiques individuelles, le plus de buts dans le débat Messi CR7, ou le nombre de points en carrière pour LeBron par exemple. C'est pas inintéressant, ça demande bien évidemment d'être exceptionnel, mais aussi d'étirer cette excellence sur une carrière longue. Mais donc si le critère est la longévité, faudrait mettre d'autres personnes dans la discussion, comme Buffon, encore pro à 45 ans, ou Gianni Longo, qui a gagné un championnat de France de cyclisme à 53 ans. Pour les sports individuels, on regarde plutôt le total de trophées, mais la réflexion va être la même. Dans le duel entre Djoko, Nadal et Federer, le débat se limite souvent au nombre de titres de Grand Chelem. Au final, ça me donne l'impression que la recherche du GOAT s'apparente à la recherche du marathonien ultime, celui qui peut rester au plus haut niveau le plus longtemps. J'ai voulu vérifier ça avec de la data et des graphiques, vous commencez à me connaître. On va comparer l'évolution des statistiques des joueurs de foot, de tennis et des pilotes de Formule 1 en fonction de leur âge, mais en oubliant leur époque de pratique. Je m'explique en commençant par le tennis avec l'exemple du débat Nadal, Federer, Djoko. On voit sur cet axe l'âge du joueur et sur l'autre le nombre de titres de Grand Chelem. Ces trois mecs, c'est des monstres de longévité. Premier titre de Nadal à 19 ans, le dernier à 36 ans. Avant de faire le même exercice pour la Formule 1 et le foot, il faut comparer avec des joueurs du passé. On peut trouver des joueurs qui avaient des trajectoires potentiellement aussi stratosphériques. Borg avait 11 Grands Chelem à 25 ans,
battant nos 3 héros. Le pire, c'est qu'il ne jouait même pas l'Open d'Australie, je vais en reparler, alors que son jeu l'aurait sûrement fait gagner. Il arrête sa carrière à 26 ans. Des histoires comme ça, il y en a d'autres. Sampras arrête sa carrière alors qu'il était sur la même trajectoire que Djoko par exemple. Il y a aussi le cas de Rod Laver. Qui sait combien de titres il aurait pu gagner s'il n'avait pas été interdit de Grand Chelem pendant 4 ans à cause de son statut de professionnel. Encore plus loin, il y a Bill Tilden, et là c'est juste que les carrières commençaient bien plus tard. Sans rien retirer à nos 3 GOAT, qui peut dire quelle aurait été la trajectoire de ces stars, avec le même matériel ou la même préparation? Je trouve que ça remet pas mal les choses en perspective. Les sportifs d'aujourd'hui ils pratiquent plus longtemps sur plus longue période. Ça se voit aussi chez les femmes. Là, on voit la trajectoire de Serena Williams, qui est généralement considérée comme la GOAT. Mais si on compare avec Navratilova, on voit que la Tchèque a commencé à gagner plus tard et a fini plus tôt. Pareil pour Graf, qui a gagné aussi jeune que Serena, mais qui a aussi arrêté bien plus tôt. Et enfin, on a Monica Seles qui était en route pour des records avant qu'on la poignarde dans le dos, ce qui va énormément affecter sa carrière. Encore une fois, sans rien retirer à leur talent, les GOAT récents brillent par leur précocité et leur longévité. C'était un exercice intéressant à faire. Je trouve que c'est un moyen hyper rapide de comparer la carrière des athlètes. Mais je m'interrogeais juste sur les stats que je devais prendre. Au tennis, les grands chelem, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Il y en a 4 par an, donc ça permet d'avoir une certaine quantité et une masse critique. Mais j'aurais pu aussi regarder tous les autres titres, voir les points gagnés même. Mais du coup, pour la Formule 1, qu'est-ce que je prends? Le nombre de titres de champion du monde, ça me paraissait un peu faible, il n'y en a que 1 par an. Du coup, j'ai regardé les grands prix remportés. Et là, on peut voir à quel point Hamilton est plus précoce que Schumacher. On voit aussi la domination de Mercedes. Les 2 pilotes, ils ont eu des carrières très longues, comparées à Prost par exemple, ou à Senna qui, avant son décès sur les pistes, avait une trajectoire à la Schumacher. On a aussi Red Bull qui fait émerger des pilotes très jeunes, Vettel et Verstappen, quitte à en faire craquer 10 autres passages, mais c'est une autre histoire. Et comme au tennis, les anciens en Formule 1 ont commencé plus tard. Les carrières de Prost, de Schumacher, elles décollent vraiment après leurs 27 ans. Et si on remonte encore plus loin dans le passé, il y a Fangio par exemple. Lui, là, on voit même pas sa carrière. 24 Grands Prix gagnés à 47 ans avant de se faire enlever à Cuba. Mais si je commence à raconter cette histoire, la vidéo, elle va durer 4 heures. Et la Formule 1, ça permet d'aborder un autre problème. C'est l'aspect inflationniste de certaines disciplines. Je m'explique. Au tennis, ma base de comparaison, c'est les 4 grands chelem, globalement stables dans le temps, alors que le nombre de Grands Prix, ils augmentent plus ou moins chaque année. 12 courses par an dans les années 60, 17 dans les années 90 et 24 actuellement. Plus de courses et plus d'audience et donc plus d'argent. On met de côté la fatigue générée et les aspects écologiques. Ça montre à quel point ça n'a parfois pas de sens de comparer les époques, et c'est ce qu'on va voir pour le foot. Mais déjà pour le ballon rond, quelle statistique choisir? C'est tout le sujet de la vidéo, mais il faut bien faire un choix. Compter uniquement le nombre de coupes du monde, ça mène pas très loin. Je me suis donc résolu à prendre les buts, en ayant en tête l'aspect inflationniste que j'ai évoqué juste avant. On retourne alors sur notre graphe de comparaison de carrière pour voir l'évolution du nombre de buts en carrière de Messi et Ronaldo, tous les deux encore en activité. On peut rajouter Mbappé, qui battait tous les records de précocité et qui maintenant est juste au niveau de Messi. Pour être dans la discussion du GOAT, ces stars n'ont jamais eu d'énormes blessures. Ça n'a pas été le cas de Michael Owen, qui avait tout pour être un des plus grands. Du coup, ça a permis de prolonger leur carrière. Messi et Ronaldo, ils ont marqué presque autant de buts avant leurs 30 ans qu'après. Ça ne laisse aucune chance à d'anciens joueurs, comme Juste Fontaine, qui était pourtant bien parti, mais qui arrête sa carrière bien plus jeune. Et à l'inverse, le processus de repérage et de professionnalisation des jeunes ont évolué, rendant par exemple l'ascension du roi Pelé bien plus tardive. Enfin, il y a des joueurs moins connus car plus anciens ou dans des championnats aujourd'hui peu valorisés. C'est le cas de Joseph Bican, ou Bitsan je crois, qui a pourtant des stats impressionnantes. On peut aussi évoquer Puskás, qui a dû stopper sa carrière à cause de son exil de Hongrie. Est-ce que ces joueurs, ils ne méritent pas plus de crédit parce qu'ils ont réalisé leurs exploits dans le passé? N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sports qui mériteraient les mêmes graphiques. Ces graphes, ils confirment bien que la recherche du GOAT, c'est la recherche du joueur qui arrive à préserver son excellence sur la durée. Mais rien ne le présageait initialement, Ali se déclarait GOAT à seulement 22 ans. Et si demain Gaël Monfils fait le grand chelem alors qu'il est en fin de carrière, est-ce qu'il sera quand même dans le débat du GOAT? Pareil, si Griezmann fait une saison à 100 buts et gagne tout, il se passe quoi? Je sais que ça n'arrivera pas. C'est juste pour illustrer que le débat du GOAT, il ne juge pas les performances pures sur une saison. On ne recherche pas celui qui à un moment a été le meilleur. Au final, on cherche celui qui a eu la meilleure carrière. Il faut durer et répéter l'excellence. Ceux qui se blessent ne peuvent pas candidater. Si pour des raisons politiques ou administratives, t'as loupé des matchs, c'est pareil. La recherche du GOAT met de côté tous ceux qui n'ont pas eu la chance de faire du sport à notre époque.
Pour prendre en compte ces enjeux, j'ai voulu m'intéresser à la notion d'efficacité. Le nombre de buts par match au foot, la part de victoires en Formule 1 et le ratio de victoires au tennis. Et là, si je vous montre le top 10, voire le top 50 du ratio de buts par match, vous risquez de pas connaître grand monde. Il y a bien Bican qu'on a évoqué plus tôt, Puskas et Pelé, mais personne dans les années 2000, sauf Messi, oui, à la 51e place. Même exercice pour la Formule 1, avec le ratio de victoires par course pour les pilotes qui ont gagné au moins 5 courses. Le top 3 n'est pas occupé par les GOAT, mais pour le coup là ils sont juste derrière. Et il faut penser que sur le long terme, Verstappen va sûrement baisser. Enfin pour le tennis, j'ai aussi regardé le pourcentage de matchs gagnés sur l'ensemble de la carrière. Pour le coup, les 3 GOAT sont en haut du classement, avec Borg qui s'invite aussi. Bon, à ce moment-là, je commençais un peu à me perdre, je trouve. Débattre sur le GOAT, c'est comme chercher la ville la plus sportive de France ou le sport le plus fatigant. On mettra jamais tout le monde d'accord, j'en sais quelque chose. En fait, il y a des biais dans chaque sport. Pourquoi au foot, c'est le nombre de buts que l'on prend ou le nombre de ballons d'or? Dans un cas comme dans l'autre, ça exclut de fait 80% des joueurs qui ne sont pas des attaquants. Au basket, les fans de Jordan y mettent souvent en avant son bilan dans les finales. 6 victoires, 0 défaite. Dans ces exemples, pour moi, on entre dans le cherry picking. C'est un terme qui n'a pas d'équivalent en français si j'en crois la page Wikipédia. C'est le fait de choisir des éléments, ici des statistiques, qui vont dans le sens de nos croyances. Les fans de LeBron, ils vont prendre le total de points en carrière en omettant que Bill Russell a plus de trophées. Les fans de CR7, le nombre de buts en oubliant qu'il n'a pas de Coupe du Monde, etc. C'est une forme de biais de confirmation. On privilégie ce qui va dans notre sens. Mais là, je dois apporter une correction. J'ai dit tout à l'heure que greatest, ça signifiait le meilleur. Great, c'est aussi super. Et donc greatest, le plus superbe. Dans ce cas, on va au-delà du niveau de jeu, on parle aussi du style. Et si dans les statistiques, le débat il était ouvert, là on ouvre carrément la boîte de Pandore. Comment comparer le charisme? Zidane qui danse contre le Brésil, la légèreté de Federer, oui c'est beau mais on peut pas l'objectiver. Et aussi comment on peut comparer l'impact sociétal. On l'a évoqué avec Ali, mais qui dans les commentaires peut me citer son palmarès? Il a atteint le grand public grâce à son charisme et ses prises de position, mais pareil ça on peut pas l'objectiver, le quantifier. Et enfin, comment faire entrer dans le débat ceux qui ont révolutionné leur sport? Steph Curry ou encore Dick Fosbury. Petit exercice, on va essayer de mettre de côté nos biais générationnels. On se met en 2100. Est-ce que pour vous le GOAT c'est Bolt pour ses records ou Jesse Owens pour ce qu'il incarne? Comparer les athlètes d'aujourd'hui avec ceux du passé n'a juste pas de sens. Et maintenant, avec la partie historique et les statistiques qu'on a vues, on va essayer de clore le débat. Débattre du GOAT est inutile. La raison la plus évidente, c'est que la connaissance de notre corps a complètement changé depuis 50 ans. Entrez dans un vestiaire de foot d'il y a 40 ans, vous ressortirez sûrement en sentant la fumée. Les corps des athlètes sont désormais optimisés. Sommeil, nutrition, musculation, mais aussi préparation mentale, etc. Ça permet de créer des carrières longues et d'éviter les blessures à la trentaine, tout en se préservant mentalement. Deuxième argument, si le profil des athlètes se standardise, c'est également le cas pour le sport dans son ensemble. Je vais prendre 2 exemples. En Formule 1, l'immense majorité des circuits récents a été dessinée par le même architecte, Hermann Tilke. Courbes similaires, même zone d'accélération, etc. Il faut répondre à des standards de spectacle, de dépassement et de sécurité. On a alors perdu les spécificités de chaque circuit. Pareil au tennis, je vais pas entrer dans le détail, mais les différences entre les surfaces, terre battue, gazon, dur, ont été progressivement gommées. L'objectif, pas toujours avoué, c'est de répondre aux demandes des spectateurs de voir plus de rallyes, plus d'échanges. Il y a presque plus de joueurs spécialistes du service volé. Pour ralentir le jeu, ils ont changé les types d'herbes, retiré les terrains en moquette, etc. Tout se pilote ou se joue pareil désormais. C'est alors plus facile de créer des dominations et donc des GOAT. On peut sûrement élargir à d'autres sports, mais c'est les 2 seuls que j'avais en tête. Et sinon, il y a un 3e critère hyper important selon moi, l'argent. Je l'ai déjà évoqué plus tôt, donc je vais pas insister. La plupart des disciplines tendent à maximiser leurs revenus en multipliant les événements. Hausse du nombre de matchs au foot, de grands prix en Formule 1, de compétitions à enjeu au tennis, ça laisse forcément plus de chances aux joueurs actuels de faire gonfler leurs stats. Faut aussi prendre en compte que le prestige d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier. Par exemple au tennis, pendant les années 70 et 80, l'Open d'Australie était boudé par les joueurs, car c'était loin, en décembre, et ça rapportait peu. Certaines stars comme Borg ou Graf auraient pu avoir plus de grands chelem. Pour les anciennes stars, peu importe le sport, c'était évidemment important de gagner des trophées, mais l'accumulation de records n'avait pas autant d'importance. We really weren't concerned with the number. I'm not sure I even knew exactly how many Grand Slam titles I had. Un dernier point que j'avais pas en tête, c'est les changements liés à la sécurité et aux risques encourus par les athlètes, qui étaient bien plus importants dans le passé.
C'est assez clair en Formule 1 avec le cas d'Ayrton Senna, mais on peut évoquer des situations plus globales, comme le cas de Monica Seles qu'on a vu tout à l'heure, qui a vu son ascension anéantie par un détraqué. Aujourd'hui, les joueurs sont mieux protégés. Dans tous les cas, ce débat il en dit énormément sur notre époque. On a désormais une montagne de statistiques à disposition aujourd'hui, et je sais de quoi je parle. Avant, sans visibilité mondiale ni archives complètes, l'idée d'un classement absolu n'avait pas de sens. Puisqu'on peut tout quantifier maintenant, ça donne l'impression que le débat peut être résolu. Il y a un biais de récence, ce qui est actuel est mieux documenté, et a tendance à mettre de côté le passé. Maintenant, petit pari sur le futur, je pense que ce débat il va disparaître, et ça pour 3 raisons. La première raison, c'est la mondialisation. Rien que ça, je m'explique. En NBA, on a pu voir une arrivée massive de joueurs européens. Au foot, les transferts entre pays se sont multipliés. On peut évoquer aussi le souhait de la Chine de faire émerger des sportifs dans plein de sports. Plus il y a de talent, plus la concurrence augmente, et moins il y a de chances de faire émerger une domination. Au basket, pour être le GOAT, avant il faut être le meilleur des USA, maintenant il faut être le meilleur du monde. La deuxième raison, c'est l'émergence de la question de la santé mentale. Thierry Henry est considéré comme le GOAT de la Première Ligue, mais il a été en dépression pendant une grande partie de sa carrière. C'était juste impossible à comprendre à cette époque. Simon Biles, Osaka, mais aussi Florent Manoudou, Greg Aldrit ont fait des pauses dans leur carrière pour affronter ces enjeux, réduisant potentiellement leur héritage sportif. Est-ce que Henry aurait eu une carrière différente en s'écoutant plus ? La troisième raison, c'est pour moi le trop-plein de compétition. On a atteint un pic du nombre de matchs au foot, au basket, etc. Je pense que la tendance va s'inverser car on voit des audiences qui baissent dans beaucoup de sports. Par exemple, on a entendu que la NBA envisageait de réduire le nombre de matchs pour apporter plus d'enjeux en saison régulière. Ça serait alors moins de possibilités de faire des stats pour rejoindre les GOAT. First of all, you're never going to say who's the greatest of all time. To me, I think that's more for PR and more for selling stories and getting hype. I never played against Will Chamberlain. I never played against, Jerry West. To now say that, one's greater than the other is being a little bit unfair. Même les prétendus GOAT le disent, cette recherche, elle a pas de sens. Mais encore une fois, c'est peut-être le reflet des échanges actuels. On recherche des débats et des clashs faciles, et apporter de la nuance, c'est de plus en plus compliqué. Je pensais pas que la vidéo elle serait aussi longue, ça a été assez compliqué à faire, trouver toutes les stats et les idées, mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous cherchez quelque chose de similaire, j'ai fait une vidéo sur le tennis qui regarde les inégalités entre les joueurs, je trouve intéressant, et aussi une autre vidéo plus narrative, avec une personnalité assez spéciale de la Formule 1, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, pensez à liker, à commenter, à vous abonner, et à très vite.